Alors bonjour à vous. Euh, Moi, je conçois ces journées ou cette école d'été comme étant très conviviale, très interactive. Alors, c'est toujours plus agréable de savoir avec qui on se trouve dans la salle. Donc, je suis d'origine belge, d'où mon accent chocolaté, qui devrait ne pas être trop désagréable, je l'espère. J'étais venue pour faire une maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal en 90. Et j'y suis restée pour faire un doctorat, puis un postdoc, puis accepter un poste de professeur. Et 30 ans plus tard, j'y suis toujours, en prenant, paraît-il, des petits accents de sirop d'érable en plus. Quand je rentre en Belgique, on me dit oui, il y a des petits relents différents de ceux que tu avais en partant. Donc, je nous souhaite de passer une belle matinée ensemble. Après moi, vous entendrez Geneviève Dottini, qui je pense n'est pas encore arrivée, qui est une de mes étudiantes de maîtrise, qui va illustrer à sa façon aussi une approche dont je vais vous parler longuement aujourd'hui, qui est une approche en recherche et qui est très précieuse pour investiguer les sources de souffrance au travail, également les sources de plaisir au travail, qui sont parfois un peu plus ténues, comme on dit actuellement. Alors, je suis donc professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Mon domaine est la santé mentale des travailleurs, plus spécifiquement des infirmières. Alors, cette présentation va finalement faire un survol de plusieurs de mes travaux. Ayant pour la première fois de ma vie, je pense, autant de temps qui m'est imparti, je me suis dit, waouh, je pourrais en dire pas mal et vous laisser aussi le temps considérablement de participer, de témoigner, de m'interpeller. Et voilà. Donc, je dirige des étudiants dans ce champ-là, santé mentale au travail, la quête de sens au travail, qui est très importante, la construction identitaire, qui est très importante pour la santé mentale au travail. Vous verrez ça, l'identité est l'armature de la santé mentale. Quand notre identité est soutenue, renforcée par la manière dont notre travail est organisé, cela soutient la santé mentale. Voilà. J'ai peut-être un tout petit peu modifié le titre de la présentation. Initialement, c'était des soins porteurs de vie, porteurs de sens pour les infirmières œuvrant au CHSLD. Et pour donner un exemple plus concret, je donnerai à un moment donné des résultats d'une étude où l'on a regardé ce que le vêtement adapté commercial, à ne pas confondre avec le vêtement modifié, qui est une modification artisanale de vêtements qui n'ont pas été conçus au départ pour s'ajuster peut-être à des pertes d'autonomie. En quoi ce vêtement adapté commercial permet aux soignants d'avoir un rapport avec leur travail qui est plus chargé de sens et peut-être moins associé à des craintes, à des risques de blessures physiques, mais donc aussi de conséquences au niveau de la santé mentale. Cette présentation est faite en collaboration avec Lina Mani, qui est auxiliaire de recherche, qui a participé à l'étude sur le vêtement adapté commercial et qui a contribué à la mise sur pied de cette présentation. Donc, je salue Mademoiselle Mani par la même occasion. On ne peut faire de la recherche si l'on n'établit pas d'abord l'état des connaissances sur un sujet, sur le sujet qui nous intéresse. Et puis, on ne peut pas obtenir des fonds d'organismes subventionnaires si on ne met pas en lumière que ce que l'on envisage faire va permettre de contribuer au développement de nouvelles connaissances. On ne peut pas réinventer la roue, sans quoi, effectivement, les données publiques, on ne les mérite pas, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, en 2014, j'ai souhaité savoir en quoi les écrits portant sur des études sur la santé mentale des infirmières pouvaient m'aider à circonscrire cette problématique-là. Qu'est-ce qui avait déjà été fait et qu'est-ce qui restait à faire? Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce que l'on sait sur
la santé mentale et les risques suicidaires chez les infirmières. Donc cela fut fait en collaboration à ce moment-là avec un étudiant qui se préparait à aller au doctorat, qui était Xavier Parent-Rochelot, qui est d'ailleurs ici à l'UQAM, et Brian Michara, que vous avez vu il y a quelques instants. Il y avait une recension des écrits dont tout le monde parlait à ce moment-là, en 2014. C'était celle de Houghton et Wiesliesel, mais elle était de 99. On était en 2014, donc moi je voulais savoir, en 15 ans, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en termes de connaissances sur les risques suicidaires chez les infirmières. Plus précisément, plus précisément chez les infirmières. Le contexte s'y prêtait, tristement, c'est-à-dire qu'en 2013, il y avait 2 infirmières d'un hôpital régional qui s'étaient enlevé la vie. En 2010, il y en avait 5 de l'hôpital Saint-François d'Assise, du CHUC, qui mettaient fin à leur vie aussi. Et on se demandait si elles avaient un âge similaire, si elles étaient rendues un peu au même stade dans leur carrière. On peut voir que parmi ces 5, il y en a une qui allait prendre sa retraite quelques mois plus tard. Une infirmière aurait pris sa retraite 2 ans plus tard. Et une jeune infirmière de 21 ans venait tout juste de commencer sa carrière. Donc, on peut penser que, bon, ce n'est pas bien sûr des données représentatives, mais elles montrent quand même qu'il y a un éventail d'âge de personnes exerçant comme infirmières qui pensent à un moment donné à mettre fin à leur vie. On sait que 3 de ces 5 infirmières s'étaient suicidées par intoxication médicamenteuse et 2 par pendaison. Ces suicides d'infirmières, on se demandait si elles étaient des cas isolés. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas, mais la plupart sont tenus sous le silence. C'est probablement juste la pointe de l'iceberg qui est portée à la connaissance du public. Il y a 3 collègues infirmières qui ont accepté de témoigner en 2010 des circonstances que vivaient leurs collègues qui s'étaient suicidés. Et elles l'ont fait sous le couvert de l'anonymat, ce qui révèle déjà un petit peu l'inconfort qu'ont les collègues de parler de leur milieu de travail. Crainte de représailles, c'est un sujet tabou. Même à la faculté des sciences infirmières, nous avons connu le suicide d'un professeur. Et peu de gens en parlaient. Nous avons essayé aussi de mettre des effigies en souvenir de notre collègue qui s'est aussi suicidé en lien, entre autres, avec les contraintes, les exigences d'une carrière académique. Et nous n'avons pas été en mesure de garder des souvenirs concrets de sa vie au sein de la faculté. Tout ce qu'on représentait, tout ce qu'on proposait comme souvenir d'elle était fortement réprimé. Alors moi, je garde sa mémoire en prenant plusieurs de ces articles de recherche que je discute avec mes étudiants parce que je donne un cours d'initiation à la recherche. Et c'est ma façon à moi de me souvenir d'elle et de ce qu'elle a dû traverser dans j'appelle ça cette course aux honneurs, quand on commence comme professeur adjoint. 6 ans plus tard, on est évalué. Si on a bien performé, on devient professeur agrégé qui offre la permanence d'emploi. 6 ans plus tard, encore une fois, on est réévalué si on souhaite devenir professeur titulaire. Alors, c'est la course aux publications. If you don't publish, you perish. Donc, il faut publier, sinon on périt. Ce sont des contextes de travail qui ne sont pas faciles non plus. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être aucun milieu de travail qui est facile, surtout actuellement. Qu'est-ce que ces collègues évoquaient comme facteurs qui, selon elles, ont contribué à ces gestes de désespoir, de désir d'arrêter la souffrance? Parce que c'est cela que l'on sent, que l'on perçoit dans les propos, en ayant confronté ou rencontré même quelques-unes qui ont eu des tentatives suicidaires, qui me disent
Ben Marie, on voulait juste que ça cesse, on voulait juste que la souffrance cesse, on voulait juste s'endormir pour ne plus penser, pour ne plus avoir mal. Alors on sent l'appel au secours et c'est probablement ce qui vient aussi à mes yeux justifier le fait que l'on essaye d'éviter ces décès, car après, quand elles remontent la pente, elles disent ben merci Marie, j'étais vraiment très down, je ne le suis plus, je ne poserai plus jamais ces gestes-là. En peu de temps, en 2 ans, ma vie a pris un autre sens, même au travail. Donc, essayer de sauver les vies demeure, à mon sens, justifié. Je le dis parce que, quelquefois, je me suis dit, qui suis-je pour interrompre un projet de mise à fin de sa vie? Si la personne souffre tellement, qui suis-je pour dire, ben, continue ta bataille? Donc ça m'a interpellée longtemps, mais quand je suis confrontée à des infirmières, des collègues qui me disent « heureusement que », on m'a empêché de commettre ce geste irréparable, ça vient donner une lueur d'espoir au fait d'éviter que ces personnes passent à l'acte. Bon, c'est tout un débat qu'on pourra peut-être lancer à la fin. Je ne dis pas que je détiens la juste vision du phénomène, mais quand on sait que c'est par souffrance qu'on veut que tout cesse, il y a lieu de penser qu'en essayant de réduire cette souffrance, atténuer cette souffrance, le sens revient au travail. Alors, elles nous disent, les infirmières, que même quand elles sont en vacances, elles se font appeler à domicile pour venir travailler. Ce que les conjoints, bien sûr, n'aiment pas trop, avec raison. Quand peut-on avoir une ambiance familiale où le travail ne vient pas teinter même les jours de vacances? On n'a pas de vie privée, on appartient à notre employeur. On appartient à notre employeur. Là, c'est le terme ressources humaines. C'est une ressource humaine, une infirmière, dont on dispose selon les besoins de l'entreprise, de l'établissement. Alors, en contexte de pénurie, même en vacances, les ressources sont interpellées. Les conjoints ne comprennent pas qu'elles doivent rester au travail après leurs heures. Les temps supplémentaires obligatoires génèrent de vives tensions dans les couples et induisent des problématiques tant conjugales que familiales. Selon le témoignage de la belle-sœur d'une victime qui avait mis fin à sa vie, la victime avait laissé une lettre dans laquelle elle mentionnait la raison de son passage à l'acte et les conditions difficiles qui prévalaient au moment de son geste. La victime était en congé de maladie, mais elle fut contrainte de reprendre le travail au terme d'une contre-expertise réalisée par le médecin du bureau de santé du CHUC. Les cas d'épuisement ou de problèmes psychologiques, tout ce qui ne paraît pas physiquement est souvent contesté et la personne est forcée de revenir. Ce ne sont pas mes propos. Et elle était donc en perspective de revenir au travail, elle ne s'en sentait pas capable et elle a préféré, ou la seule issue à ses yeux était de s'échapper de ce retour au travail. La présidente du syndicat, de l'Alliance des syndiqués interprofessionnels du CHUC, avait refusé de s'avancer sur un lien possible entre les suicides qui prévalaient. Il y en avait eu 5 à ce moment-là dans son établissement, donc non, je ne m'avance pas sur un lien possible entre les suicides et la surcharge de travail. Elle disait n'avoir aucun élément en main, aucun élément tangible lui permettant de relier ces suicides aux conditions de travail. Elle référait cependant à l'importante détresse psychologique qu'elle observait au sein de l'établissement, où il y avait 3000 infirmières, et qui étaient amenées à faire du temps supplémentaire obligatoire. Chaque jour, j'en ai une dizaine en pleurs parce qu'elles viennent d'apprendre qu'elles ne pourront retourner à la maison après leur temps régulier de travail.
C'est quand même étonnant quand on est confronté à des infirmières qui viennent vous voir et qui sont en pleurs, qui expriment une détresse psychologique. Mais tout ça ne lui a pas permis d'établir un lien ou de s'avancer sur un lien entre les conditions de travail et les gestes de désespoir de certaines de ses employées. Alors, il y a le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide qui s'est aussi étonné comment partant de la déclaration faite par le directeur des communications du CHUC, selon lequel les suicides n'avaient rien à voir avec le travail, le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide se demande comment ce premier, donc le directeur des communications du CHUC, peut affirmer l'absence de tout lien entre le travail et les suicides. Comme le note le président de cette association-là, et c'est donc dans une lettre qu'il a envoyée au journal Le Soleil, qui dit épuisement professionnel, dit dépression, et dans une certaine proportion, risque de suicide. Alors, les risques de suicide chez les infirmières. Là, je réfère donc à cet article dont je vous donne les références à la fin et qui recense tous les écrits portant sur cette problématique-là. Et il en ressort que les infirmières sont plus à risque de suicide que la population générale et la majorité des professionnels. Et ce risque donc est légèrement supérieur chez les infirmières œuvrant en gériatrie, d'où le fait que j'ai investigué essentiellement dans mes années de carrière les CHSLD. Donc faisant de ces dernières des travailleuses en situation de vulnérabilité accrue au regard du suicide. Il est quand même troublant d'observer le peu d'études faites au Canada spécifiquement sur cette problématique-là de suicide des infirmières. Une seule étude avait été recensée par la recension qui avait été faite en 1999 et c'était une étude en Colombie-Britannique. Le Québec ne comptait en 1999 aucune étude. Donc là, je relate ce que la recension des écrits de 1999 avait révélé, puis je vais mettre en lumière s'il y a des différences ou non avec la recension des écrits que moi j'ai fait sur les 15 dernières années après 1999, donc jusqu'en 2014. Donc c'est dans cette revue que vous voyez sous les yeux qu'on obtenait les premières données sur la question des suicides des infirmières. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc ces auteurs-là avaient recensé des écrits publiés entre 70 et 98 provenant de quel pays? Royaume-Uni, États-Unis, Canada, vous avez vu une seule étude en Colombie-Britannique, Islande et Suède. Et ces auteurs concluaient, donc Houghton et Wiesliesel, concluaient à une évidence claire chez les infirmières d'une exposition accrue au risque de suicide par rapport aux autres professionnels. Et vous allez voir qu'on est souvent, comme infirmière, comparé aux médecins et aux enseignants, qui sont aussi deux professions où les risques de suicide sont élevés, mais vous verrez que les infirmières semblent s'en distinguer, s'en dégager encore un peu plus. Au cours de l'été 2014, donc nous avons voulu faire le point sur les nouvelles connaissances. Qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est qu'en 15 ans ou en 14 ans, seulement 9 nouvelles études avaient été réalisées sur le suicide des infirmières. 2 des États-Unis, 2 du Danemark, 2 de l'Australie, 1 du Royaume-Uni, 1 de Norvège, 1 de Nouvelle-Zélande. Aucune étude recensée au Canada, à ma connaissance, donc à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on avait recensé comme écrit? Donc, on avait pris la tranche 99-2014. Il fallait que les articles aient été revus par un comité de pairs et il fallait qu'on ait des données empiriques, donc observées sur le terrain, révélant la prévalence ou les facteurs de risque associés au suicide des infirmières.
Parmi ces 9 articles, donc 9 nouvelles études de 1999 à 2014, 2 études portaient exclusivement sur le suicide chez les infirmières. 6 étudiaient le suicide de divers groupes professionnels, incluant les infirmières. Donc ça, c'est peut-être un peu plus complexe à étudier comme données, parce qu'il faut essayer de dégager qu'est-ce qui est propre aux infirmières. L'étude investiguait le suicide chez les infirmières et les médecins exclusivement. Donc l'étude de Colves et Deléo, chez les infirmières et les médecins. Selon les résultats de ces 9 nouvelles études, les infirmières sont plus à risque de suicide que la population générale et que les professionnels de l'éducation. 3 études, vous les avez sous les yeux, obtiennent des ratios de suicide plus de 2 fois supérieurs chez le personnel infirmier comparativement au groupe de référence. Donc, on comparait les infirmières aux 2 autres groupes où le risque de suicide est le plus important, ou est très important, médecins et enseignants. Et donc, 3 études mentionnaient que les infirmières se détachaient encore des médecins et des enseignants. Exception faite de l'étude prospective. Une étude prospective, c'est on se projette dans le temps, on essaye d'anticiper, de Fescani et collègues. Le devis était donc un devis. Le devis retenu par l'ensemble des autres 8 études était de type rétrospectif. Donc, rétrospectif, on regarde le passé, on part de documents écrits, de rapports médicaux, et on essaye de comprendre les suicides qui ont pris place à ce moment-là. Donc, il y a une étude qui était prospective, 8 qui étaient rétrospectives. Ça vous fait comprendre qu'il n'y en avait en fait aucune qui était longitudinale ou qui observait le phénomène en temps réel, ce qui souligne la nécessité de mener ce genre d'études. Donc, les résultats, quand on fait des études rétrospectives, comme je le disais, on consulte les registres de décès, les dossiers médicaux, les notes d'entrevue avec les proches des défunts, les caractéristiques qui étaient regardées étaient l'emploi mené ou exercé par le travailleur, le statut civil, le revenu et l'âge. À vous de vous demander, est-ce que ces données-là, est-ce que le fait de regarder l'emploi, le statut civil, le revenu et l'âge, est-ce que ça permet de comprendre pourquoi les infirmières sont passées à l'acte? À mes yeux, non. Et ce sont donc des études d'approche quantitative qui cherchent généralement à documenter, à décrire, mais non pas à comprendre. Vous voyez où je veux en venir, et c'est bien sûr, vous allez voir. Facteurs contribuant à expliquer le risque de suicide plus élevé chez les infirmières. Déjà, Houghton et Wiesliesel mentionnaient des troubles mentaux ou psychologiques, surtout la dépression, l'abus de substances, le tabagisme, qui n'est pas associé au suicide, et qui n'est pas utilisé comme explication causale du suicide, mais on observait qu'il y avait un très fort taux de tabagisme associé, qui est peut-être vraisemblablement, spontanément, on dirait un moyen de soulager le stress. Les auteurs distinguaient, et ça c'est intéressant, le stress et le stress au travail, comme s'ils étaient capables de distinguer les deux, de faire la part entre le stress relié au travail et le stress. Et l'accès facilité aux moyens, vous allez voir, on reviendra souvent à cela, le fait que les infirmières semblent avoir ou ont un accès facilité aux médicaments permettant de se donner la mort semble être un facteur qui facilite le passage à l'acte. J'en resterai tout simplement là. Alors, ça je vous ai mentionné, la distinction entre stress et stress au travail est à noter. En anglais, on parle de occupational stress. C'est le stress occupationnel en mauvais français, donc relié à l'environnement de travail et au travail. Grosso modo, quand nous, on a regardé les nouvelles études entre 1999 et 2014, on a retrouvé les mêmes facteurs, expliquant les suicides plus nombreux chez les infirmières que chez les médecins ou les enseignants. Les connaissances et l'accès aux moyens pour se suicider,
la dépression et le non-traitement de la dépression, le tabagisme, l'abus de substances et finalement le stress ainsi que le stress relié au travail. L'empoisonnement par médicaments constituait encore, après 1999, le moyen le plus utilisé par les infirmières pour mettre fin à leur vie. Et l'étude de Sketch et al. Souligne que la médication est 3 fois plus fréquemment utilisée dans le cas de suicide d'infirmières que dans les cas de suicide dans la population générale. Comme je vous l'ai mentionné, l'accès aux médicaments constitue un facteur de risque pour les infirmières. Oui. Est-ce que aussi le fait qu'ils savent comment administrer la bonne dose, La dose létale, rentrait aussi en considération? ça ne rentrait pas en considération. Ce n'était pas regardé par les auteurs. Okay. Bien sûr, toi comme moi, étant infirmière, ayant ces connaissances-là, c'est certainement un facteur qui intéressant à regarder, effectivement. Si on regarde les autres professionnels, l'accès aux moyens qui permettent le suicide semble avoir moins d'impact. Donc, si on regarde les médecins, quand même aussi, ils ont aussi les connaissances sur quelle dose létale s'injecter. Ils ont quand même, je pense, aussi accès aux médicaments s'ils le souhaitent. Bien, les médecins, le fait d'avoir cet accès facilité aux médicaments ne semble pas être un facteur qui a un impact sur les risques de suicide. Donc, pour les infirmières, l'accès aux moyens permettant le suicide est un risque majoré de tentatives suicidaires et de suicide réussi. Intéressant de voir que les infirmières qui ont mis fin à leur vie ont davantage recouru à l'aide psychiatrique que les 2 autres groupes de professionnels étudiés, donc les médecins et les enseignants. Alors les infirmières donc, qui se sont suicidées avaient demandé de l'aide, avaient consulté préalablement, donc avaient ressenti probablement leur propre vulnérabilité. Elles avaient consulté. Il est aussi établi que la prévalence de suicide chez les infirmières danoises qui ont été contactées ou qui ont été admises dans un service d'aide psychiatrique est plus faible que chez les infirmières qui n'ont pas sollicité ce type d'aide. Je reprends. Que la prévalence de suicide chez les infirmières danoises qui ont été admises ou qui ont contacté un service d'aide psychiatrique est plus faible que chez les infirmières qui n'ont pas sollicité ce type d'aide. Donc, pour ces infirmières danoises-là, le fait d'avoir sollicité de l'aide a pu sauver certaines infirmières du suicide. Houghton et Wieslisel ont continué après 1999 à faire d'autres études et mentionnent que 50% des infirmières qui se sont suicidées, donc 1 sur 2, étaient fumeuses contre 20% seulement dans le groupe contrôle et que la consommation abusive d'alcool était plus fréquente chez les infirmières qui ont mis fin à leur jour. Alors, pourquoi consomme-t-on de l'alcool? Bien souvent, c'est pour se détendre, pour changer son état d'esprit, pour oublier, pour essayer de fuir ses idées. Donc, c'est des observations qui étaient faites. Les principales sources personnelles de stress, vous vous souvenez qu'ils avaient distingué stress et stress au travail. Parmi les sources personnelles de stress, c'était les relations interpersonnelles et les conflits entre la famille et le travail. C'est ça qui est étonnant. Ils classent ça dans les sources de stress, mais ils disent que ce sont les relations entre la famille et le travail qui étaient problématiques. Ce qui me fait dire que peut-être que ces chiffres-là ou ces personnes-là ou ces sources auraient été
plus judicieuses à classer dans les sources de stress au travail. Donc, parmi les principales sources de stress reliées au travail, on observait quoi? Les conflits d'équipe, l'ambiguïté de rôle, qui fait quoi? Entre une infirmière bachelière, une infirmière technicienne du cégep, une infirmière auxiliaire, c'est encore une autre formation, une autre profession, les préposés aux bénéficiaires. Vous allez voir, je crois que je cite le verbatim, on finit par faire à peu près tous la même chose. Qui sommes-nous finalement? Les relations avec les supérieurs et avec les médecins, ainsi que la charge excessive de travail. La recension que l'on a faite en 2014 n'a révélé qu'une seule étude portant sur le lien entre le stress et le suicide, soit celle de Fescanich et al. Elle investiguait le lien entre le stress personnel ainsi que le stress professionnel vécu par les infirmières, leur usage de tranquillisants et le suicide. Alors, on s'arrête quelques instants à un de leurs résultats. L'intensité du stress avait été catégorisée en 4 niveaux. Niveau de stress minime, faible, modéré et sévère. Et la conclusion était que des stress personnels et professionnels déclarés par les infirmières comme faibles ou modérés, donc les deux à l'intérieur de la parenthèse, celle du milieu, étaient associés à un faible risque de suicide, alors que des stress personnels et professionnels déclarés par les participants comme étant minimes ou sévères étaient associés à un risque élevé de suicide. Donc un stress minime, on peut quand même se questionner et se dire, tiens, un stress minime est moins associé à un risque de suicide qu'un niveau de stress faible. Comment interpréter cela? Qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit en premier lieu ou comment moi-même je me suis interrogée? La définition que l'on en fait, un niveau de stress minime par rapport à faible. Est-ce que les répondants ont eu de la facilité à se situer et comment on définissait effectivement le niveau de stress minime? Effectivement, ça peut être une façon d'expliquer les résultats que l'on a eus. Et les chercheurs, quant à eux, comment ils ont expliqué cela? Eux ont... Oui? La divulgation. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que ça explique que ceux qui ont déclaré un niveau de stress minime... Ok, mais ceux que l'on regarde, ce sont ceux qui ont déclaré leur niveau de stress. Ah, d'accord. Donc, qui ont sous-évalué, sous-estimé ou sous-déclaré leur niveau de stress. Comment? Ça pourrait être se sentir honteux par rapport à la raison du stress. Ce qui montre que on se sent pas à l'aise de dire que l'on est stressé. Ben, peur des répercussions aussi. Parce qu'on a beau nous assurer qu'il y a la confidentialité, mais c'est pas, je sais, de par la culture des infirmières, qu'ils ont peur des répercussions. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas été dévoilés, qu'ils ne se seront pas dévoilés au complet. Monsieur? Le niveau d'endurance au risque, au stress. Oui. Physiologiquement, chaque personne, émotivement, chaque personne va avoir une endurance différente. Au stress, il y a toutes les possibilités que ça engendre vers le suicide. Et ça me fait penser à quelque chose à quoi on arrivera tout à l'heure, qui sont les stratégies défensives face au stress, qui peuvent effectivement atténuer la perception que l'on a du stress sans rien changer à la source de stress et sans rien modifier au mal-être. Alors, selon les chercheurs, ces résultats
laisse entendre que la relation entre un stress professionnel minime et le suicide s'expliquerait par une absence ou une perte de sens au travail. Alors, si on ne perçoit plus de sens au travail, ben on laisse tomber les bras et puis on perçoit peut-être plus rien ou on se mobilise plus. Donc, on est peut-être tellement désinvesti, désengagé que le stress n'est même plus perçu. Un désengagement complet envers le travail, un déni de la souffrance vécue, déni qui est une stratégie défensive, ou encore une dépression non diagnostiquée. Voilà ce que mentionnaient les auteurs. Est-ce qu'on pourrait dire aussi la médicamentation? Quelqu'un qui est médicamenté contre l'anxiété, tout ça, ressent plus nécessairement de stress? Tout à fait. C'est vrai qu'on peut envisager, imaginer qu'un traitement antidépresseur peut moduler la perception de ce que l'on ressent au travail. Et un résultat de ces auteurs était aussi que quand on combine un stress professionnel et un stress personnel, cela augmente à ce moment-là 5 fois le risque de suicide par rapport à de faibles stress personnels et professionnels. Donc, lorsque les stress professionnels et personnels sont sévères, cela augmente de 5 fois le risque de suicide, ce qui est assez compréhensif. Alors, est-ce qu'il y a un secteur où les infirmières se suicident davantage? Pour aller investiguer donc davantage ces infirmières-là, ben on observe par l'étude de Houghton et Wieslitzer 2002 qu'il y aurait un léger risque supérieur chez les infirmières en gériatrie. En résumé, on peut dire qu'il y a jusqu'à ce jour un faible nombre d'études qui ont investigué le risque de suicide et le suicide chez les infirmières. Très peu d'études au Canada, une seule en Colombie-Britannique, aucune au Québec, alors que la prévalence du suicide est demeurée élevée dans la décennie qui a suivi. Le suicide chez les infirmières constitue une problématique dont l'acuité, donc la sévérité, le caractère aigu se maintient dans le temps. Une problématique qui n'est pas suffisamment étudiée, dont on sait finalement peu de choses, si ce n'est le taux de prévalence, si ce n'est quelques facteurs qui contribuent au risque de suicide et au suicide et qui ont été quantifiés dans certains pays et de manière le plus souvent rétrospective. Une fois que le suicide est commis, on investigue qu'est-ce qui antérieurement au suicide a pu contribuer à ce geste-là. Constat, les connaissances actuelles ne permettent pas de comprendre pourquoi ni comment les facteurs identifiés portent les infirmières à commettre l'irréparable, ce qui souligne l'importance de mener des études d'approche qualitative et on y viendra. Germain, 2014, Neveu, 2012, confirme que le suicide relié au travail constitue un phénomène grandissant qui est insuffisamment investigué. Si le vocable, donc on parle quand même de suicide au travail, si ce concept existe, si on parle de occupational suicide, si le concept ou le construit existe, c'est qu'il y a bien des suicides reliés au travail, mais la difficulté à amener la preuve que le travail est en cause contribue à une sous-évaluation des suicides en lien avec le travail. D'où la proposition. Oui. Quand l'acte est posé dans le milieu de travail, c'est selon un des plus grands chercheurs en santé mentale au travail, l'évidence que le suicide est en lien avec le travail. Donc ceux-là, on les raccorde tout de suite et sans hésitation au travail. Non, on y inclura aussi ceux dont s'il y a des lettres qui ont été laissées par les victimes et qui établissent le lien avec le travail, ceux-là seront aussi rattachés. Donc ce sont les deux sources les plus claires. On ne peut pas contester que le travail est en lien avec le suicide. On y rajoute parfois aussi des situations où la personne, même si elle se suicide par exemple à l'extérieur chez elle, mais elle a encore sa tenue de travail et
D'accord. au travail parce que bon, elle a encore la tenue, elle a utilisé l'arme de service. Enfin, tout ça, ce sont des signes que Il y a un lien. il y a un lien. C'est une façon de l'exprimer, effectivement, de garder son uniforme. Mhm. Donc, d'où la proposition d'une étude qui aurait pour objectif de comprendre à partir d'une analyse qualitative de l'expérience d'infirmières qui œuvrent au Québec en CHSLD, les situations organisationnelles qui sont associées ou susceptibles de générer des risques de suicide, afin de développer ensuite une approche organisationnelle ainsi qu'un outil, un questionnaire de détection précoce de risques de suicide en vue d'outiller les gestionnaires. Et c'est à ce niveau-ci que l'étudiante qui me suivra, Geneviève Dottini, vous offrira plus d'éclaircissements. C'est sûr qu'il faut mieux comprendre le phénomène de suicide au travail pour développer une perspective et un développement de politiques de prévention efficaces. Quel type de vie privilégié? Je me suis déjà trahie, bien sûr, c'est les approches compréhensives, qualitatives qui le permettraient. Et plus spécifiquement, probablement, c'est sûr que je prêche pour les convictions que j'ai et l'approche que je privilégie, qui est la psychodynamique du travail dont on va parler ci-après. Donc, mener des approches qualitatives. Alors, Christophe Dejour, qui est le père de la psychodynamique du travail, il a développé, elle s'appelait autrefois la psychopathologie du travail. Quels sont les facteurs qui amènent les travailleurs à tomber malades? Ce n'est pas moi. En 90, Christophe Dejour a observé que tous les travailleurs ne tombaient pas malades et que visiblement, il y avait quelque chose qui empêchait certains de tomber malades. Et ce sont les dynamiques que l'on déploie au travail pour rester en santé. D'où le fait qu'il ait rebaptisé son approche psychodynamique du travail. Alors, on a mené quelques études à l'aide de cette approche. Donc, vous voyez les références sur la diapo. C'est une science sociale, la psychodynamique du travail. C'est une approche interdisciplinaire de recherche qui a pour but de mieux comprendre, à partir du vécu subjectif du travailleur, ce qui fragilise ou soutient sa santé mentale au travail. Une approche interdisciplinaire, cela veut dire qu'on constitue un collectif de chercheurs interdisciplinaires qui associe un sociologue du travail ou un sociologue de la santé, un sociologue de la communication. Il peut y avoir des ergonomes, il peut y avoir, et c'est très aidant, une ou un psychanalyste, car la théorie freudienne est quand même sous-jacente à cette approche. L'éclairage psychanalytique est intéressant pour mieux comprendre comment on se défend au travail. Si on ne réfère pas au déni, on observe dans un premier temps que les travailleurs nous disent « Oh non, chez nous, tout va bien. Moi, je ne souffre pas au travail. » Et puis, il y a des sources de souffrance. On les observe partout. C'est pas pire ici qu'ailleurs. Il faut démonter quelquefois ces propos, les amener progressivement à exprimer, parfois à leur insu aussi, des sources de souffrance et des stratégies de défense qu'ils déploient pour les amener souvent dans la 3e ou 4e entrevue, parce qu'on n'en fait pas qu'une seule, à dire finalement on doit bien reconnaître que l'on souffre au travail, mais qu'on préfère ne pas le savoir, ne pas le confronter et se mettre quelquefois la tête dans le sable, mais sachez que cela agit néanmoins. Et les stratégies défensives ne sont pas sans coût. Elles ont un effet sur la santé mentale. Être dans le déni, être dans le désengagement face à une profession que l'on aime, nous coupe en même temps du plaisir au travail et est pervers, est vicieux, est une arme à double tranchant. Voilà. Donc, Christophe Dejour était et toujours psychiatre et médecin du travail. Il regarde les rapports entre le travail et la santé mentale. On n'utilise donc jamais des chiffres.
on interpelle les travailleurs au sein d'entrevues collectives. Donc, ce ne sont pas d'entrevues individuelles. Qu'est-ce qui est vécu au travail comme source de plaisir et de souffrance? On les interpelle sur le rapport qu'ils entretiennent avec leur travail. Est-ce un rapport de plaisir ou de souffrance? Et comment perçoivent-ils leur santé mentale? Les 3 objectifs spécifiques de l'étude que l'on souhaiterait mener, mais on attend encore le financement. On pensait en avoir, mais les acteurs se retranchent au dernier moment. Donc, comprendre les facteurs organisationnels de risque de suicide au travail d'infirmières œuvrant au Québec, en CHSLD, développer une approche organisationnelle de prévention du suicide et concevoir un outil pilote. Je l'ai déjà dit, en fait, c'est de la redondance. Il nous semble que nous avons la responsabilité d'interpeller les gestionnaires des CHSLD québécois et d'autres milieux dans lesquels les résultats seraient transférables quant à leur devoir de prévenir les suicides de leurs travailleurs, de leurs infirmières, et d'instaurer un programme de détection du risque de suicide et de prévention dans ces milieux-là. La réaction des gestionnaires est encore trop souvent, probablement aussi par stratégie de défense, le déni de leur part ou de la part de l'institution, de l'organisation du travail par rapport à ces gestes de désespoir, la méconnaissance des facteurs reliés au travail qui sont susceptibles d'induire le suicide, ou encore par commodité, on invoque souvent la fragilité personnelle. Donc et quand on réfère à l'approche stress coping de Lazarus et Folkman, l'accent ou l'éclairage est mis sur la responsabilité individuelle. C'est la personne qui est fragile, la personne est vulnérable. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie personnelle alors que l'organisation du travail est à regarder? Alors, c'est sûr que quand on individualise les sources ou les causes de suicide au travail, cela entraîne pour les travailleurs une non-reconnaissance de la souffrance vécue. Cela conduit à une dégradation accrue, tant du climat que des rapports sociaux au travail, et qui augmente le mal-être et qui peut accroître le risque de passage à l'acte. Alors, est-ce que ce serait facile de regarder, d'investiguer les liens entre, d'une part, le travail et, d'autre part, l'idéation suicidaire, les comportements suicidaires, les tentatives de suicide? Non, oui, c'est complexe et non, ce ne sera pas facile. Faut-il pour autant ne pas investiguer? Bien non, il faut ouvrir ce champ de recherche, aller de l'avant et les regarder. Et nous avons obtenu un premier financement d'ailleurs avec Christine Genet et le CRISE pour aller étudier les pompiers et les policiers qui sont souvent les premiers répondants, et qui sont les premiers confrontés à des tentatives de suicide, et qui commettent donc eux-mêmes aussi des suicides. Quel est le lien entre les suicides de pompiers et de policiers? Quels sont les liens avec quel lien entre l'organisation de leur travail, ceux qui vivent au travail et leur propre passage à l'acte? Ça, je l'ai dit. C'est pas facile de regarder cela. Devons-nous pour autant ne rien faire? Et là, je rappelle le propos de Jean-François Chanlat, qui était professeur au HEC de Montréal, qui est maintenant en France. Donc, en faisant partie du monde social que nous étudions, nous créons en tant que chercheurs aussi la société autant qu'elle nous crée, et les analyses que nous développons participent à l'évolution de la société. Donc, nous avons, je pense, la responsabilité de dénoncer les organisations pathogènes de travail qui seraient susceptibles d'induire et de majorer des risques de suicide. On observe que la souffrance dans le travail commence là où la part créative dans le travail s'estompe. La PDT révèle l'importance du travail dans la vie d'un sujet, d'un travailleur.
Le travail nous aide à nous développer. Nous utilisons notre travail pour nous transformer et nous allons voir un peu plus précisément comment le travail peut fragiliser la santé mentale d'un travailleur. Pour la psychodynamique du travail, le travail est le lieu où l'identité se construit. Après qu'on en ait commencé la construction dans la sphère privée, un enfant développe sa construction identitaire auprès de sa famille, auprès de ses parents, ses proches. Nous savons tous combien les propos de nos parents que l'on entend sur nous-mêmes nous aident à avoir confiance en nous ou peuvent contribuer à nous fragiliser. Arrivé à l'adolescence, à la vie adulte, quelque part, la quête d'amour que tout enfant a auprès de ses proches se transforme en quête de reconnaissance dans les milieux de travail. Et nous allons voir que la reconnaissance ou le manque de reconnaissance ou l'absence de reconnaissance vient fragiliser l'identité et dès lors vient augmenter le risque de souffrance et de problématiques de santé mentale au travail. Le travailleur est avant tout en quête de construction identitaire par le biais de la reconnaissance. L'identité réfère à cette partie instable de nous qui se construit au fil du temps, comme travailleurs selon nos bons coups ou nos mauvais coups. Je crois que nul besoin de dire que quand il y a un mauvais coup au travail, on n'a pas réussi, on n'a pas eu un succès dans telle démarche, ça vient nous interpeller, ça vient nous fragiliser. Nos bons coups viennent nous renforcer au niveau de cette identité et cette identité est à reconstruire quotidiennement. Donc l'identité est une conquête quotidienne. Pour la psychodynamique du travail, l'identité est relationnelle. On ne la construit pas seule. On la construit à travers le regard que l'autre porte sur nous. Le regard du parent. Pour donner un exemple qui me revient, moi j'ai toujours entendu ma mère me dire « Toi Marie, quoi que tu vivras, tu es comme un chat qu'on lance dans les airs, tu retomberas toujours sur tes pattes. Ton frère, lui, si on le lance dans les airs, il risque de se casser le cou. » Alors, m'entendant dire cela pendant des années, je dis, bon, il faut croire que je suis forte. Moi, je vais quitter mon pays. Je vais aller risquer quelque chose au Québec, puisque, visiblement, je suis forte. Et je dois vous avouer que ça m'a quand même beaucoup aidée. Sans cette confirmation provenant d'autrui, peut survenir une crise d'identité où le sujet ne parvient plus à se reconnaître lui-même. C'est par le biais de sa reconnaissance par autrui, par les supérieurs ou par les pairs, car la reconnaissance peut être le fait de pairs, c'est la reconnaissance horizontale, ou par les supérieurs ou les clients, qu'on appelle la reconnaissance verticale, que l'identité peut se construire, se consolider, mais également se fragiliser. Un travail qui soutient la santé mentale est un travail qui permet à la personne de se définir comme sujet, de se développer dans ses compétences et de se réaliser. Est-ce que mon travail me permet de me définir? Comment suis-je? Qui suis-je? Est-ce que mon travail me permet de me développer dans mes compétences? J'ai toujours dit, je sais que j'ai un potentiel en moi et il me faut trouver le travail, la profession, le contexte qui va venir chercher, valoriser et déployer ce potentiel. On ne réussit pas toujours du premier coup. C'est pour ça qu'il y a aussi des réorientations professionnelles et c'est bien en cela. Est-ce que notre travail nous permet de nous réaliser? Je crois que vivre 30 ans en percevant clairement que notre travail ne nous permet pas de nous réaliser vient affecter notre identité et fragiliser notre santé mentale. Un autre facteur qui nous permet d'être en santé au travail, c'est lorsqu'on peut, et surtout comme infirmière, offrir un service et des soins et services qui sont conformes à notre idéal professionnel. Des soins et services reconnus par nos pairs et nos supérieurs comme étant utiles et de qualité. Et si on réfléchit un petit peu,
Comment sommes-nous contraints comme infirmières de réaliser notre travail aujourd'hui dans cette quête de performance, de temps minimal offert pour la réalisation des tâches? Vous allez voir ce que les infirmières vont dire. Alors, je vais illustrer cela donc à l'aide de 2 enquêtes en psychodynamique du travail que j'ai réalisées dans le passé pour regarder comment le travail agit sur l'identité et dès lors sur la santé mentale. Les infirmières nous disent que ce dans quoi elles s'accomplissent, ce dans quoi elles se réalisent et qui soutient leur santé mentale, c'est la relation d'accompagnement et d'aide avec les patients et les familles. Ce que j'aime, c'est la relation d'aide. Le cœur de notre pratique est la relation. Malheureusement, dans le contexte actuel, donc de pénurie d'effectifs, de quai d'efficience maximale, les soins relationnels se vivent de moins en moins au quotidien. Les infirmières ou participants à nos enquêtes nous disent qu'on n'a plus beaucoup de temps à leur accorder. Avant, nous étions très proches des patients. Nous leur dispensions des soins pour leur mieux-être. Depuis peu, nous sommes passés à un rôle de gestion, donc un rôle plus éloigné du chevet du patient. On participe à la gestion de l'unité. On gère des paperasses. Je me sens de plus en plus éloignée de mon patient. On a perdu notre identité. En ayant perdu notre identité, qui suis-je comme infirmière? Vous pouvez le transposer vraisemblablement à d'autres professions. Dans l'actuel contexte de travail, les infirmières ont l'intime conviction de travailler mal. Ce sont elles qui le disent. Nos tâches infirmières, on les accomplit en éprouvant une insatisfaction parce qu'on ne les accomplit plus ou pas comme on aimerait les accomplir. Elles finissent par être bâclées. Elles ont le sentiment de ne pas réaliser un travail de qualité. J'ai des frustrations énormes. Je me dis que j'aurais pu faire telle chose pour le patient et telle autre, mais faute de temps, je n'en ai fait aucune. J'éprouve alors des remords. Tu lui as donné ces pilules, mais le travail d'infirmière, ce n'est pas juste de donner des pilules. Il y a tout le reste. On est obligé de fermer les yeux sur bien des choses, sur bien des besoins des patients. C'est ça qui est dur. On n'a plus le temps de masser, d'installer confortablement les résidents. On le fait le mieux qu'on peut, mais on n'arrive plus à faire les choses avec le soin et la délicatesse qu'on voudrait parce qu'on est pressé. Il résulte de cette expérience de travail un sentiment de manque d'accomplissement professionnel. Et cette situation génère une tension psychique liée à un sentiment, presque une conviction, d'un travail mal fait. Comment veux-tu être satisfait dans de telles conditions de travail? Tu as vu la détresse dans les yeux de la résidente, tu as vu l'attention qu'elle demandait, qu'elle voulait, et que tu n'as pas été en mesure de lui donner. C'est ça que je maudis. Ce qui est souffrant, c'est de ne pas être capable de bien travailler, de faire un bel ouvrage. Voir une résidente qui est en détresse psychologique et savoir que je pourrais l'aider, que je pourrais la soulager, mais que je n'ai pas le temps de le faire parce qu'il est 4h30, que les soupers arrivent à 5h moins le quart et que je dois encore distribuer les médicaments avant, c'est difficile à vivre. Le savoir intime d'un travail mal fait qui ne rejoint pas l'idéal professionnel porte atteinte à l'identité des infirmières et fragilise ainsi leur santé mentale. Plusieurs participants disent ne plus se reconnaître à travers leur pratique professionnelle telle qu'elles se voient contraintes de l'exercer. Ce sentiment fragilise leur identité et dès lors leur santé mentale. Je tape plusieurs fois sur le clou, mais pour bien faire comprendre que c'est l'atteinte au niveau de l'identité du travailleur qui ouvre la porte à la souffrance psychique, à la tension psychique, au désespoir et aux gestes suicidaires. Comment réagissent les infirmières face à la souffrance éprouvée à leur travail? La psychodynamique du travail va nous apprendre qu'elles développent des défenses, le plus souvent inconsciemment, face aux sources de souffrance. On va voir des exemples de stratégies défensives. Il faut comprendre que ces stratégies défensives sont comme une armure, un écran que l'on développe
ou que l'on dresse entre la source de souffrance et notre perception de la souffrance. Donc, on perçoit moins la souffrance, on ne change rien à la source de souffrance. Donc, quand on est retiré du milieu de travail, quand on revient au travail, mais rien n'a changé au niveau de son organisation ou de ses sources de souffrance, très souvent, il y a des rechutes parce que le milieu ne s'est pas transformé, il n'est pas devenu plus salutogénique. Les défenses sont nécessaires à la santé mentale, mais comme elles atténuent la perception de la souffrance, elles présentent l'inconvénient de ne pas amener le sujet à se questionner sur ce qui fait souffrir dans le travail. Donc, ils n'en sont quelquefois pas conscients pour en arriver à tenir des propos chargés de déni. Et quand on n'est pas conscient ou qu'on ne perçoit pas la souffrance, on n'est pas amené non plus à se mobiliser pour le transformer. Les stratégies défensives font en quelque sorte obstacle à la pensée. Elles occultent une partie de la réalité qui n'est plus mise en débat par le travailleur. On ne questionne plus ce qui nous rend malades au travail, ce qui peut faire l'affaire des milieux de travail. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des stratégies défensives qui font bien leur affaire et qui peuvent être encouragées, voire soutenues. Exemple de stratégie défensive. On rationalise, on banalise, voire on nie des situations difficiles et la souffrance vécue. Nous faisons beaucoup de choses que nous ne serions pas censés de faire, mais c'est correct, cela ne me dérange pas. Es-tu certain que ça ne te dérange pas? Quand une infirmière dit « moi je nettoie les planchers », il n'y a personne d'autre qui le ferait sinon. Ce n'est pas dans ma tâche, ce n'est pas dans mon rôle. Mais c'est correct, il faut que ça soit fait, je le fais. Mais quelle image cela nous renvoie de nous-mêmes si il n'y a rien d'humiliant à nettoyer un plancher, mais on s'est formé à autre chose. L'engagement plus modéré, on s'engage moins. L'absence de zèle, le retrait du milieu du travail, le désengagement, le désinvestissement, l'individualisme. Je me dis, qu'il s'arrange. Moi, je fais ma petite affaire, je m'occupe de mes patients. Je viens que je raisonne ainsi. Je me retire. J'ai décidé de faire mes choses à moi et de ne plus investir d'énergie à tenter de changer les choses. C'est triste, mais c'est comme ça. L'investissement hors travail, quand on sent que notre travail ne nous permet pas de nous accomplir, on se dit, bon, on va le continuer, notre travail, on va le poursuivre, mais en dehors, c'est là que je vais m'accomplir. Celles qui travaillent à temps complet et demeurent en santé sont des infirmières qui parviennent à se ressourcer hors du travail. Alors, il faut voir, comme je l'ai dit, que ces attitudes ou ces comportements, ces stratégies défensives sont des mécanismes de défense et sont des symptômes d'un mal-être au travail. Il s'agit de formes subtiles de retrait psychique préventif pour ne pas souffrir. C'est vrai que c'est en fonction de notre investissement au travail que l'on s'expose ou non à des déceptions, à des frustrations et donc à de la souffrance. En se désinvestissant, en se désengageant, on module et on réduit par le même fait l'écho que le travail peut avoir sur nous. Quand on fait nos tâches en disant ils n'ont plus le meilleur de moi, je fais juste ce que je dois faire, je ne fais plus d'excès de zèle, c'est un retrait psychique préventif pour essayer de ne pas y laisser sa peau et de ne pas laisser sa peau au milieu et à ceux que l'on croit être à l'origine de nos sources de souffrance. Ce qu'il faut bien comprendre, et il faut se mobiliser pour cela, c'est que ces stratégies défensives qui sont souvent dénoncées par les employeurs, par les gestionnaires, en disant elles sont démobilisées, elles ne s'investissent plus. Ça sonne comme, voilà, là est le problème. Les infirmières et la génération millénium et autres s'investissent plus. C'est un problème. Que faire avec ces travailleurs-là? Moi, je me mobilise pour dire ce sont des symptômes. Ce n'est pas le problème en soi. Il faut en faire une lecture différente de celle que vous faites. On ne développe pas des défenses envers
des choses qui n'existent pas, envers des fantômes. Quand on se défend au travail, c'est qu'il y a une source de souffrance. Êtes-vous prêt à l'entendre de la part des travailleurs? Et c'est pour ça que quand on fait des études en psychodynamique du travail, l'étude se termine par un rapport de recherche qui contient seulement, bien sûr, ce que les travailleurs ont voulu qu'il y paraisse. C'est souvent rédigé avec eux. C'est eux qui en font 2 lectures et qui nous disent ce qu'ils souhaitent qu'on enlève ou ce qu'ils souhaitent qu'on laisse. C'est totalement anonyme et on ne reprend que les sources partagées ou communes des souffrances vécues. Il n'y a aucune donnée qui permet d'identifier une unité de soins par rapport à une autre ou un travailleur par rapport à un autre. Et on dit bien attention, ce que vous voulez enlever, c'est justement ce qui est le plus aigu, le plus pertinent. Est-ce qu'on peut vous identifier à travers les verbatims, à travers ce que l'on dit? Non, on ne peut pas nous identifier. Alors, laissez-le. Mais si malgré tout, elle demande de l'enlever, on l'enlève. Ce rapport de recherche leur appartient. Ce sont eux qui ont énoncé aussi les pistes de solutions qu'ils voyaient aux sources de souffrance subies ou ressenties. Et c'est eux et elles qui vont porter ce rapport de recherche. Donc, il est remis d'abord aux participants et à la direction des soins qui est informée par ce biais-là de ce qui est vécu dans les unités où quelquefois, c'est souvent les directions qui nous appellent, donc notre collectif de chercheurs. On forme ce qu'on appelle l'Institut de psychodynamique du travail du Québec. Il y a aussi l'Association internationale de psychodynamique du travail. Les directions nous appellent pour dire, tiens, dans cette unité-là, tout est bloqué, la relation est figée, la communication est bloquée, il n'y a plus rien qui circule, c'est plein de conflits. Pouvez-vous intervenir? La première chose qu'on fait, c'est vérifier avec les travailleurs s'ils veulent bien se prononcer. Et si eux ne veulent pas s'ouvrir sur la situation vécue, nous n'irons pas très loin avec les données que nous collecterons. Donc, on vérifie si les travailleurs sont prêts à s'engager dans ce type d'enquête. On engage les directions à considérer les conclusions qui résulteront de l'étude. Sinon, c'est plus souffrant qu'autre chose, d'amener les travailleurs à bien voir ce qui fait mal au travail et que rien n'est changé au niveau des conditions de travail. Donc, les directions s'engagent par écrit à considérer les conclusions qui découlent de nos enquêtes. C'est une approche participative, donc ce n'est pas nous qui nous considérons comme des experts de ce qu'ils vivent au travail. Nous sommes des facilitateurs d'expression et comme c'est des entrevues collectives, on observe que ce que dit une personne vient solliciter l'expression d'une autre personne qui dit « mais moi, je pensais que j'étais la seule à vivre cela, ça fait des années que je ressens cela », ça fait boule de neige. Et donc, c'est ce qui est communément partagé par l'ensemble des participants, pas toujours la totalité, mais la majorité des participants. Ce sont ces sources de souffrance-là qui sont reprises dans le rapport de recherche en se disant « si on agit sur ces sources de souffrance collectives et partagées, on va faire un bond en avant au niveau de la qualité de vie au travail ». Arrive un moment où nos défenses sont comme décompensées. Elles remplissent plus leur fonction de préservation, faisant en sorte que le travail peut alors jouer un rôle dans la naissance, le développement de certaines décompensations psychiatriques. Les mécanismes de défense fragilisent le travailleur à plus ou moins court terme, la santé des travailleurs dans la mesure où ces mécanismes sont perçus par eux comme trahissant, encore une fois, ce qui est important pour les infirmières, l'idéal professionnel. Vous comprenez qu'une infirmière, pourquoi devient-on infirmière? Si moi, je suis devenue infirmière, je sais pourquoi. C'est que mon propre père, quand j'avais 6 ans, est décédé d'une prise en charge déficiente de mon père dans une situation d'urgence, une nuit, dans un établissement particulier. Et petite fille de 6 ans, j'ai dit, moi, je serai une bonne infirmière. Pourquoi devient-on infirmière? Parce que je veux accompagner les personnes qui vivent des expériences de santé. Donc, l'accompagnement, on a vu, est au sens de notre travail. L'idéal professionnel est de réaliser un bon travail,
d'être proche des patients. Vous comprenez que si par stratégie défensive, on se désinvestit, on se désengage, on prend une distance par rapport aux patients, on vient trahir notre idéal professionnel. Et cela n'est pas sans prix. On le paye, il y a un coût psychique à cela. Quand une infirmière dit « Mais quelle infirmière suis-je devenue? Qui suis-je devenue ?» Si on se répète ça trop souvent dans une semaine, comment est-ce que j'accomplis mon travail? Il finit par être bâclé. Ça affecte. Et donc, ça affecte notre santé mentale. Exemple, je le dis ici, le désengagement des travailleurs doit être compris comme l'expression d'une souffrance perçue comme un mécanisme de défense en réaction à cette souffrance. Le désengagement constitue une forme subtile de retrait préventif psychique pour se protéger de la souffrance vécue. Et je trouve que c'est intéressant de voir le burn-out, l'épuisement des travailleurs, comme par exemple des soignants, comme la maladie de l'âme en deuil de son idéal. La maladie de l'âme en deuil de son idéal. L'âme qui est très consciente de l'idéal de sa profession. On est en deuil de notre idéal professionnel. L'âme souffre et tombe d'une certaine façon malade. Pour vous apprendre un peu mieux connaître la psychodynamie du travail, vous comprendrez donc mieux la présentation qui suit. Il y a 3 prémices théoriques qui sous-tendent cette approche. Tout travailleur est en quête d'accomplissement. Le regard de l'autre est nécessaire dans la construction de l'identité. Et troisièmement, le travail réel, celui que nous accomplissons au quotidien, dépasse toujours le travail prescrit. Le travail prescrit, c'est celui que l'on nous demande d'accomplir. Et nous voyons que si on se limite à faire le travail prescrit, bien des aspects de notre travail ne pourraient pas se faire. On injecte beaucoup de notre savoir-faire, de notre savoir de métier. On ruse avec l'organisation du travail, avec les protocoles même de soins pour que le travail puisse se faire. Donc le travail réel dépasse toujours le travail prescrit. Et c'est le travail réel qui doit être reconnu. On y arrivera. Donc le travail est un sujet en quête d'accomplissement. Tout travailleur cherche par le biais de son travail à construire son identité et à s'accomplir. Demandez-le vous. Posez-vous la question, pourquoi avoir choisi ce travail? Si ce n'est parce qu'on pense, on espère que ce travail va venir solliciter le potentiel que l'on a et va par le fait même nous aider à nous accomplir. Ne sommes-nous pas sur Terre pour nous accomplir? Avons-nous une mission de vie? Selon nos valeurs, nos croyances, on le croit ou non? Avons-nous donc, moi je cherche un travail qui me permettra d'aligner ma mission de vie à mon travail. Deuxième prémisse, donc, porte sur le nécessaire jugement de l'autre dans la construction identitaire. Je reviens sur certaines choses que l'on a dites. La construction de l'identité et par ricochet la santé mentale débute dans la sphère privée, autour de la quête d'amour, et se poursuit dans la quête sociale du travail, autour de la quête de reconnaissance. C'est par le biais de la reconnaissance qu'on s'accomplit, qu'on consolide notre identité au travail. Pour la psychodynamique du travail, la véritable reconnaissance s'actualise, non pas par un beau stylo Mont Blanc que l'on reçoit à 10 ans, 20 ans, 30 ans de travail, même s'il est agréable à tenir en main, mais s'actualise par l'octroi aux travailleurs de l'autonomie et du pouvoir sur les actes pour lesquels il s'est longuement formé et au regard desquels il est responsabilisé. Et le manque de reconnaissance s'exprime par le non-octroi de l'autonomie et du pouvoir sur les actes qui nous revient en tant que professionnels, au regard desquels on s'est formé et au regard desquels on est responsabilisé. Avons-nous une réelle autonomie, un réel pouvoir sur nos actes? La reconnaissance, dit une participante, n'existe pas dans les faits. Je parle de nous reconnaître du pouvoir au sein de nos départements.
La reconnaissance passe par 2 types de jugements. C'est intéressant, me semble-t-il, de savoir qu'il s'agit donc des jugements d'utilité qui sont posés, les jugements d'utilité sont posés par les supérieurs et par les clients. Donc, utilité du travail accompli. Est-ce que le travail d'une infirmière est un travail utile? Et il y a le deuxième jugement qui est le jugement de beauté. C'est une belle job. Le jugement de beauté ne peut être posé que par des pairs qui connaissent la complexité de notre travail. Ce n'est pas un client ni un supérieur hiérarchique. S'il est infirmier ou infirmière, là, on lui dit « Tu connais pourtant notre travail. Tu serais capable, toi. » C'est le seul cas où des jugements de beauté sont attendus aussi par les infirmières. C'est quand, bien sûr, l'infirmière chef, bien que toutes les infirmières chefs ou tous les chefs d'équipe ne sont plus des infirmières. Quelquefois, des responsables d'équipe ne sont pas infirmières, des directrices de soins, la plupart sont encore infirmières, mais il peut y avoir des directions interprofessionnelles qui sont plus infirmières. Donc, de ceux-là, on n'attend peut-être pas un regard de beauté, mais un regard d'utilité. Alors, comme père, on a aussi la responsabilité de poser des jugements de beauté sur le travail de nos collègues. Moi, j'ai choisi cette profession non pas pour les actes techniques qui m'amènent pas grande satisfaction, et je suis vraiment toujours... je ne me prive pas de dire à l'époque à mes collègues « Waouh, quelle belle technique de sondage urinaire! Waouh, quelle belle technique de pansement complexe! » Est-ce qu'on pose ce regard sur le travail de nos collègues? Moi, comme professeur, je vois comment certains professeurs se débattent pour préparer des cours avec 6 groupes de 30 étudiants, 180 étudiants, on a 6 tuteurs. C'est vraiment un travail complexe. Je dis à ma collègue, celle que je connais bien, je dis « Waouh, comment tu t'en es sortie? Tu as été super bien organisée. Comment tu as fait pour t'en sortir? C'est du beau travail, Laurence ou Anne. » Donc, être conscient de ce regard de beauté qu'on peut offrir à nos collègues parce qu'on connaît parfois la pénibilité du travail aussi. On vient nourrir le besoin de reconnaissance par ce jugement de beauté. On permet à notre père de construire son identité et d'aller bien au travail. Troisième prémisse, le travail réel qui dépasse le travail prescrit. J'en ai déjà un peu parlé. Il existera toujours un décalage selon la psychodynamique du travail entre le travail prescrit et la réalité concrète des situations de travail. Le travail ne pourrait se réaliser, ne pourrait se faire si le travailleur s'en tenait à une stricte exécution de la prescription du travail. Le chemin à parcourir entre le travail prescrit et le travail réel sur le terrain doit chaque fois être inventé ou réinventé par le sujet qui travaille. Et là, on espère aussi comme travailleur une reconnaissance. Quand on est conscient et qu'on peut dire, si je m'en étais tenu à la stricte exécution de mon travail, il n'aurait pas pu se faire, et qu'on met en lumière tout ce qu'on a utilisé de notre créativité parfois pour que le travail puisse se faire, on en amène à vouloir être reconnu pour cette plus-value que l'on apporte, ce qui n'est pas toujours le cas. Aussi n'existe-t-il et n'existera-t-il jamais un travail de simple ou de stricte exécution, c'est-à-dire sans investissement affectif, subjectif de la part du travailleur. Et c'est d'autant plus vrai dans le secteur de la santé. Alors, je reviens avec le fait que la relation d'aide et d'accompagnement avec les patients et les familles émerge d'une étude qu'on a réalisée comme étant le lieu de compensation et de sublimation des souffrances vécues au travail. Souffrances qui sont liées au désir quelquefois inassouvi de reconnaissance qu'on ressent comme infirmière de la part de notre hiérarchie. On n'obtient pas toujours la reconnaissance désirée. Alors, on réalise, mais on n'en est peut-être pas toujours conscient, qu'on détourne notre besoin de reconnaissance et on va la chercher auprès des patients et de leur famille.
C'est dans la relation d'aide et d'accompagnement avec les patients et les familles que l'on perçoit la spécificité comme infirmière de notre rôle, de notre travail, qu'on trouve un sens au travail, qu'on récolte la reconnaissance qui est nécessaire à la construction identitaire et qu'on puisse notre valorisation professionnelle. Ressort de cette étude que la relation d'aide et d'accompagnement est un facteur de protection et non de risque, comme ressort de plusieurs études. On dit que les infirmières sont malades, épuisées parce qu'elles sont dans une profession de relation d'aide. Eh bien, cette étude réalisée, qui était mon étude doctorale, a mis en lumière que la relation d'aide était une protection au regard de la santé mentale. On va chercher dans cette relation d'aide la nécessaire reconnaissance à notre construction identitaire, à notre santé mentale, reconnaissance que l'on n'obtient peut-être plus des supérieurs. Je vois qu'il est 10h30, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour quand même revenir au titre, et je résumerai en quelques mots, en CHSLD, le vêtement adapté commercial qui facilite grandement l'habillage, le déshabillage. Ce sont deux tâches qui arrivent en deuxième position des blessures, des tensions, du stress chez les soignants. Vous aurez la matière dans la présentation qui sera mise à votre disposition. Nous avons fait une étude sur l'utilisation du vêtement adapté commercial qui s'enfile et s'enlève avec une aisance inouïe. Les soignants sont moins victimes de griffures, d'invectives vocales, même par les patients qui crient parce qu'ils avaient mal quand on essayait de les habiller, de les déshabiller avec des vêtements même modifiés par des artisans. Elles disent en fin d'étude que le vêtement adapté commercial les soutient énormément dans le travail, facilite leur tâche. Elles sont moins victimes Elles ont l'impression de faire mieux leur travail parce que bien souvent, elles avaient l'impression que c'était une véritable torture d'habiller et de déshabiller leurs patients. Donc, le vêtement adapté commercial est présenté ou découle de cette étude comme un moyen aussi de soutenir la santé mentale des infirmières ayant l'impression qu'elles ont un travail, ayant avec raison le sentiment de moins faire mal, de moins contorsionner les membres du patient et même moins se faire mal elles-mêmes. Donc le vêtement adapté commercial vient arrimer des besoins des patients et des infirmières, permet à l'approche milieu de vie de véritablement prendre place. Et c'est donc une illustration, une application pratique que je tenais à vous présenter. Mais voilà, le temps a filé, bien que j'ai perdu des petites minutes au début. Mais Merci beaucoup, Marie. mon Dieu, qu'est-ce que le temps a filé. Merci. C'est super intéressant. Merci à vous. Très intéressant.